Ok, mettez-vous en situation. Vous êtes en formation initiale, il y a un étudiant qui est allongé sur la table, et un prof arrive, pose les mains sur le bassin, sur ses cervicales, sur une vertèbre, sur un tissu qui, paraît-il, ne bouge pas comme il le devrait, et puis il y a ce silence. Le formateur palpe, il ferme un peu les yeux, il déplace ses doigts de quelques millimètres, il attend, puis il annonce quelque chose. Une restriction, une dysfonction, une perte de mobilité, une tension particulière, parfois même une chaîne entière d'adaptation, racontée à partir de quelques secondes de contact. Et dans la salle, il se passe quelque chose. Parce que ce geste, il a une autorité. Il est calme, il est précis, et il donne l'impression qu'un corps vient de livrer une information cachée. Alors l'étudiant, il essaye à son tour, il pose les mains, il cherche, et il sait pas très bien s'il sent vraiment quelque chose, ou s'il essaye surtout de sentir ce qu'on attend de lui. Et parfois, il peut se dire, je suis pas encore assez fin. Mais peut-être que la vraie question est pas là. Et si le problème c'était pas que certains thérapeutes ne sentent pas assez, mais plutôt que nous avons parfois appris à demander aux mains plus que ce qu'elles peuvent réellement démontrer. Et le titre de cet épisode, il est volontairement provocateur. Les thérapeutes manuels doivent abandonner le diagnostic palpatoire. Mais il faut pas l'entendre comme ça. Je dis pas qu'il faut abandonner le toucher, je dis pas qu'il faut arrêter de palper ou que les mains servent à rien, je dis autre chose. Je dis qu'il faut abandonner l'idée que nos mains peuvent à elles seules identifier de manière fiable une dysfonction précise, une asymétrie fine, ou la cause cachée d'une douleur. Donc, la question de cet épisode, c'est pas faut-il encore toucher les patients? Parce que oui, très clairement. La question, elle est un peu plus inconfortable, mais beaucoup plus utile. Quand je palpe, qu'est-ce que je peux vraiment conclure? Et on va garder cette question en tête. Parce que pour comprendre pourquoi cette question est sensible, il faut reconnaître une chose. Dans les thérapies manuelles, la palpation, c'est pas un outil comme les autres. Elle occupe une place à part entière. En kiné, en ostéo, en chiro, dans beaucoup de traditions manuelles, les mains, elles servent pas seulement à traiter, elles servent aussi à comprendre. On apprend à observer avec les yeux, à écouter avec les oreilles, mais aussi à lire le corps avec les doigts. Et cette idée, elle est puissante. Elle donne aux praticiens le sentiment d'un accès direct au corps, d'une information qui est subtile, presque intime, que les mots du patient ne diraient pas toujours, que les tests médicaux ne montreraient pas toujours, et que l'imagerie elle-même ne saurait pas forcément saisir. Et dans beaucoup de formations, la promesse, elle devient presque identitaire. Ça devient personnel. Avec assez d'expérience, avec assez de finesse, avec assez d'entraînement, les mains pourraient percevoir la lésion, la dysfonction, le segment qui bouge pas, le tissu qui résiste, le corps qui raconte son histoire. Et si on n'y arrive pas, le doute, il se retourne souvent contre le praticien. Il n'est pas assez sensible, il est trop tendu, il n'a pas encore assez d'expérience, il n'a pas encore la main. Et je comprends pourquoi la critique, elle peut être inconfortable. Parce que si on a été formé pendant des années à accorder une grande valeur à ce qu'on sent, entendre que cette information est fragile, ça peut donner l'impression qu'on retire quelque chose à la pratique. Et c'est pas le propos. Parce que dire qu'un test est fragile, ça veut pas dire que vous êtes mauvais. Un praticien, il peut être sincère, expérimenté, attentif, humainement excellent, et pourtant surestimer ce que sa palpation permet de conclure. La question, elle est pas morale, elle est méthodologique. Et finalement, est-ce que ces tests-là, ils tiennent quand on les évalue réellement? Et pour évaluer un test clinique, on peut se poser 3 questions simples. Première question, est-ce que le test est fiable? Deuxième, est-ce qu'il est valide? Et troisièmement, est-ce qu'il est utile? La fiabilité, c'est la reproductibilité. Si 2 praticiens palpent le même patient dans des conditions comparables, est-ce qu'ils vont trouver la même chose? Et si le même praticien répète son examen, est-ce qu'il retrouve à nouveau le même résultat? La fiabilité, ça prouve pas qu'un test est vrai. Parce que 2 personnes peuvent être d'accord et se tromper ensemble. Et sans un minimum de fiabilité, le diagnostic devient très fragile. Parce que si chacun trouve autre chose, qu'est-ce qu'on diagnostique vraiment? Ensuite, pour la validité, ça demande est-ce que le test mesure vraiment ce qu'il prétend mesurer? Si moi je dis que je sens la vertèbre L5 bloquée, est-ce que ma palpation identifie réellement une perte de mobilité vertébrale? Est-ce qu'elle identifie une entité anatomique vérifiable? Et est-ce que je suis au bon étage? Et enfin, pour l'utilité clinique, même si un test était partiellement fiable, même s'il était partiellement valide, il reste quand même une question. Est-ce que cette info change quelque chose d'utile pour le patient? Est-ce qu'elle oriente mieux l'examen? Est-ce qu'elle aide à choisir une intervention? Est-ce qu'elle améliore le pronostic, la sécurité, l'autonomie, la compréhension du cas? Ou bien est-ce que le test est juste là pour faire joli? Et ces 3 questions, elles changent tout. Parce que si un test ne passe pas bien ces 3 questions, il doit changer de statut. Et c'est précisément là que le diagnostic palpatoire, il devient problématique. On va commencer par la fiabilité. Quand on regarde la littérature sur la palpation rachidienne, sur les tests de mobilité, la palpation lombaire ou cervicale, l'évaluation du mouvement crânio-sacré, le MRP, certaines palpations très interprétatives, le message n'est pas identique dans chaque étude. Parce que les protocoles changent, les définitions changent, les examinateurs aussi, les seuils d'interprétation aussi, donc il faut rester prudent. Mais la tendance générale,
elle est quand même difficile à ignorer. Les tests palpatoires qui cherchent des asymétries fines, des restrictions segmentaires, des pertes de mobilité précises ou des dysfonctions ressenties uniquement par le praticien montrent souvent une fiabilité faible ou très variable. En clair, deux praticiens ne trouvent pas toujours la même chose. Et parfois, l'accord est trop faible pour justifier une conclusion diagnostique forte. Dans certains travaux, l'accord il se rapproche du hasard. Et parfois, il fait même moins bien que le hasard. Et il faut le faire quand même. Donc c'est pas une petite nuance de vocabulaire, c'est la base d'un test clinique. Et si le résultat il dépend beaucoup de celui qui pose les mains, il devient difficile de présenter ce résultat comme une propriété stable du patient. Et ça, on peut pas vraiment le nier parce que imaginons qu'il y a un patient qui consulte pour une douleur lombaire, il va voir 3 praticiens différents. Le premier, il va lui trouver une restriction lombaire, plutôt autour de L4, L5. Le deuxième va lui parler d'une sacroiliaque qui ne bouge pas comme elle le devrait. Et le troisième, il va sentir une tension musculaire dominante et il ne va pas retrouver le même niveau de restriction articulaire. Chacun est sincère, chacun a une logique, mais chacun raconte une histoire différente. Et du point de vue du patient, qui est-ce qu'il doit croire? Est-ce que c'est celui qui a été le plus convaincant? Est-ce que c'est celui qui a le plus d'expérience? Est-ce que c'est celui qui l'a le plus soulagé, même si c'est temporaire? Ça sera peut-être l'explication qui apporte le plus de sens chez lui. Et si on lui a rabâché sans cesse qu'il avait le bassin décalé, qu'il était mal foutu, les explications qui vont dans cette direction feront plus de sens pour lui. Et c'est problématique. On va prendre un autre exemple, encore plus simple, c'est les repères anatomiques. On pourrait penser que palper un repère osseux, c'est une tâche assez basique, donc évaluer s'il existe une asymétrie entre ces repères, ça devrait être relativement simple. Et pourtant, même certains repères lombopelviens supposés familiers n'obtiennent pas toujours un accord très solide entre les examinateurs. Et c'est quand même embêtant, parce que si des tâches supposées aussi faciles sont déjà incertaines, ça devient beaucoup plus ambitieux ensuite d'affirmer qu'on sent des choses très précises, très fines, qu'on a trouvé une dysfonction tissulaire, que le mouvement du crâne ne se fait pas bien. C'est pas impossible par principe, mais la charge de la preuve, elle augmente. Et on va se le dire, cette charge de la preuve, elle est pas remplie. C'est la même logique pour la palpation en mouvement. En gros, c'est les tests où le praticien évalue la mobilité d'un segment articulaire, par exemple au niveau du rachis. Dans beaucoup de traditions manuelles, ces tests ils sont importants parce qu'ils aident à choisir le niveau, la direction, la technique à appliquer, le segment à traiter, par exemple une manipulation au niveau de L4, sauf que la littérature, elle montre souvent des accords faibles pour ces jugements de mobilité segmentaire. Encore une fois, ça veut pas dire que le praticien ne ressent rien. On va pas nier l'expérience tactile. Mais il va pas falloir la transformer trop vite en diagnostic. Entre je sens une différence et le patient le confirme, et j'ai identifié une dysfonction précise avec mes mains, il y a un saut. Et ce saut, il doit être justifié. Maintenant, toutes les palpations ne se valent pas. C'est une nuance qu'il faut avoir. Une palpation qui cherche à reproduire une douleur familière, un test de provocation, ou à identifier une zone sensible confirmée par le patient, ça n'a pas du tout la même prétention qu'une palpation qui affirme sentir une restriction subtile, invisible, non vérifiable, et connue seulement du praticien. Donc quand le patient dit ouais, c'est exactement ma douleur, l'information elle vient pas seulement des doigts du praticien, elle vient aussi de la réponse du patient. Et ça change complètement le statut de l'information. La palpation, ça devient un dialogue clinique, pas un verdict anatomique. Et là, ouais, le niveau de fiabilité, il peut sincèrement augmenter. Parce qu'on repose plus seulement sur un ressenti interne du thérapeute, on inclut la réponse explicite du patient. Maintenant, attention, parce que reproduire une douleur, ça prouve pas automatiquement que la structure palpée était la cause de la douleur. Une zone, elle peut être sensible pour plein de raisons. C'est une expérience complexe, c'est influencé à la fois par les tissus, mais aussi le système nerveux, le contexte, l'attention, les attentes, l'histoire du patient. Et les trigger points illustrent bien cette nuance. Les critères très palpatoires comme la bande tendue ou certaines réactions locales sont difficiles à rendre fiables de manière constante. Et les revues, elles montrent une variabilité très importante. Par contre, quand on utilise des critères qui impliquent la douleur reconnue du patient, c'est beaucoup plus défendable comme élément d'examen par rapport aux interprétations purement palpatoires. Ça transforme pas le trigger point en un diagnostic parfaitement valide, parce que la littérature elle remet en question le concept, mais ça donne une direction utile. Donc finalement, le toucher, c'est plus solide sur la fiabilité quand ça devient une conversation. C'est beaucoup plus reproductible. Maintenant, il faut aussi évoquer les approches très interprétatives. Je m'y arrête pas pour désigner des coupables ou pour attaquer une profession, mais simplement c'est important d'en parler. Parce que plus une palpation devient subtile, difficile à standardiser et à vérifier, et décisive dans notre raisonnement clinique, plus elle devrait reposer sur des preuves solides. Et pourtant, dans certaines formes de diagnostic tissulaire, comme le crânien, le crânio-sacré, le viscéral, ou certaines écoutes tissulaires très subtiles, les revues disponibles ne sont pas du tout favorables à la fiabilité diagnostique, il faut le dire. La deuxième étape, c'est la validité. Parce que être accord entre praticiens, ça suffit pas à prouver qu'on a raison. Deux thérapeutes peuvent très bien retrouver la même chose sans utiliser les mêmes mots, parler de la même restriction ou de la même dysfonction, et pourtant s'accorder sur quelque chose qui n'existe pas.
Donc un consensus, c'est pas une vérité, c'est seulement un accord. Et un accord, c'est pas suffisant pour valider un test diagnostique. Si je vous dis que je sens une densité anormale, une compliance tissulaire, une restriction ou une dysfonction, est-ce que je peux définir précisément ce que je cherche, et est-ce que je peux le comparer à un critère externe, à un gold standard? Alors on me dit plus gold standard parce que ça implique qu'on ait une référence qui est parfaite, mais au moins un standard suffisamment clair pour tester l'hypothèse. Et du coup, est-ce que cette restriction correspond vraiment à une limitation mécanique qui est objectivable? Est-ce qu'on peut vérifier si je me situe bien au bon endroit? C'est là que la palpation, parfois elle tient, et parfois elle tient pas du tout. Ça peut garder une valeur raisonnable quand on s'en sert pour repérer grossièrement, localiser une zone, sentir qu'un groupe musculaire s'active, mais si on lui demande de quantifier précisément un phénomène, d'identifier une structure au millimètre près, ou de diagnostiquer une dysfonction complexe à elle seule, ben les données elles deviennent beaucoup moins favorables. Pour illustrer ça, on va prendre quelques exemples. Il y a une revue publiée en 2021 qui s'intéresse à la palpation chez les patients lombalgiques, et les auteurs voulaient regarder notamment si certaines procédures manuelles permettent réellement d'évaluer ce qu'elles prétendent évaluer. Et le message, il est assez prudent. Pour plusieurs tests de palpation lombaire ou de sacro-iliaque, la validité diagnostique est quand même très difficile à établir. Et l'évaluation de la raideur lombaire, ça performe clairement pas assez quand elle est comparée à une mesure instrumentée. Donc en gros, le praticien, il peut avoir l'impression de sentir une raideur, mais cette impression, elle correspond pas toujours de manière fiable à une mesure objective. D'ailleurs, à chaque fois que je cite une étude, vous pouvez la retrouver dans la description. Et si vous voulez une source précise, vous pouvez aussi m'envoyer un message sur Instagram, c'est avec plaisir. Il y a une autre étude publiée en 2017 qui a apporté une nuance intéressante. Ici, on n'est pas dans une consultation de thérapie manuelle classique, on est dans un contexte médical plus technique. Localiser un niveau intervertébral avant une procédure invasive. Les auteurs, ils ont comparé la palpation à l'échographie. Et on s'est rendu compte en fait que c'était vraiment peu précis pour identifier correctement le niveau vertébral. Pourtant, on connaît les prétentions de certains ostéostructurels qui disent identifier précisément une vertèbre. Donc ce résultat, il rappelle quelque chose de très simple. Même quand l'objectif il paraît anatomique et concret, plutôt simple, trouver le bon étage, eh ben c'est pas forcément aussi évident qu'on l'imagine. Il y a une revue systématique avec méta-analyse qui a été publiée en 2021 qui s'est concentrée sur les tests palpatoires de la mobilité sacro-iliaque. Est-ce qu'on peut vraiment palper une mobilité ou une restriction sacro-iliaque de façon valide? Et encore une fois, c'est assez défavorable, il n'existe pas de preuves solides qui permettent de considérer ces tests comme étant valides. Et c'est important, parce que la sacro-iliaque, c'est souvent au centre de raisonnement structurel très élaboré, mais si le test de départ ne tient pas, toute l'histoire construite ensuite, elle devient fragile. Il y a aussi une étude de 2013 qui est très intéressante, qui a questionné une idée très répandue. Avec l'expérience, on se sentirait forcément mieux, donc on serait plus juste. Et les auteurs, ils ont demandé à des personnes de niveaux d'expérience différents d'identifier des objets placés sous un tissu. Et finalement, on n'a pas retrouvé de différence significative entre les niveaux d'expérience. Ils ont réussi au même endroit, et ils ont échoué au même endroit. Donc l'étude, elle dit pas que le toucher perçoit rien, elle dit plutôt que dans cette tâche, l'expérience en palpation ostéopathique ne garantit pas une meilleure identification tactile objective. Ça veut pas dire que l'expérience ça sert à rien, c'est faux, ça sert énormément pour écouter, contextualiser, doser, communiquer, choisir les bons tests, mais ça suffit pas à elle seule à transformer le ressenti palpatoire en un instrument de détection objectivement valide. Bien sûr, les études, elles disent pas toutes exactement la même chose et elles n'évaluent pas toutes le même geste. Mais elles pointent dans une direction commune. La palpation peut parfois aider à repérer, explorer, formuler une hypothèse, mais par contre, elles deviennent fragiles quand on leur demande d'identifier précisément un niveau, de quantifier une raideur, de diagnostiquer une mobilité sacro-iliaque, ou de garantir qu'un praticien expérimenté sent beaucoup plus de choses que les autres. Maintenant, à ce stade, il y aura peut-être certains d'entre vous qui auront une objection. Ok, c'est très bien ce que tu dis, mais moi, mes patients vont mieux. Et il faut prendre cette objection au sérieux parce qu'elle est sincère, et puis elle est légitime. Il y a beaucoup de thérapeutes manuels qui voient des patients s'améliorer, des douleurs diminuent, des mouvements reviennent, des personnes repartent rassurées, plus libres, plus confiantes, et on va pas balayer ça d'un revers de main. Par contre, l'amélioration après une intervention, ça valide pas automatiquement le diagnostic qui précédait l'intervention. Si je palpe une restriction, que je fais une technique, et que le patient va mieux, on peut dire qu'il y a eu une interaction clinique qui a produit un changement. Mais je peux pas conclure que la restriction palpée était la cause du problème, que la technique a corrigé cette cause, et que mon diagnostic palpatoire initial était juste. Et on va en reparler juste après. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'autres explications qui existent. La douleur, elle peut fluctuer naturellement. Le mouvement, le contact, la réassurance, l'attention portée, les attentes, l'alliance thérapeutique, ça peut contribuer au changement. Il peut y avoir un effet placebo. Il peut y avoir une modulation transitoire de la douleur avec un effet neurophysiologique. Et en fait, ça peut être un mélange de beaucoup de choses. Donc ça veut pas dire que le résultat clinique valide automatiquement l'histoire diagnostique qu'on a racontée autour. Et enfin, pour l'utilité de la palpation, je vais pas trop m'y attarder parce qu'on va développer davantage ce concept dans la formation, on en reparle après. Mais pour résumer simplement, plus un test palpatoire s'appuie sur la réponse du patient,
plus il est cliniquement utile. Et à l'inverse, plus il repose uniquement sur le ressenti du praticien, plus son utilité devient discutable. Et finalement, c'est pareil pour la fiabilité et la validité. On va prendre l'exemple de la mobilité vertébrale. Il y a des études qui ont évalué les liens entre les tests segmentaires, les mesures d'amplitude et les effets post-manip. Et ce qu'on observe, c'est que le soulagement de la douleur, il dépend pas forcément du fait que la manipulation ait réellement corrigé ou non une restriction d'amplitude mesurable. Donc finalement, même si une manipulation peut parfois soulager, ça prouve pas que la douleur venait d'un segment bloqué ou que le traitement aurait fonctionné parce qu'il aurait restauré précisément cette mobilité. Même s'il y avait une perte d'amplitude vérifiable, il pouvait y avoir une amélioration de la douleur sans que cette mobilité revienne. Donc pourquoi est-ce qu'on continue encore à chercher une restriction segmentaire fine si le test est peu fiable, peu valide et pas utile pour choisir une intervention ou prédire l'amélioration? Est-ce qu'on pourrait pas simplement zapper ce testing et déplacer l'attention vers ce qui change réellement la prise en charge? Bien sûr, il y a des palpations qui sont plus standardisées, plus classiques, plus vérifiées, qui ont une place dans la pratique. Par exemple, rechercher des ganglions, explorer une déchirure musculaire, tenter de repérer une dépression osseuse dans certains contextes, par exemple un spondylolisthésis. Mais même là, il faut garder la hiérarchie. La palpation, elle peut alimenter le raisonnement clinique, elle peut être une pierre dans l'édifice, mais c'est toujours pas la pierre principale. Par exemple, palper un pouls poplité, c'est pas forcément facile. Parfois on le sent mal, ça dépend du patient. L'entraînement, il aide sûrement, mais si on cherche à raisonner sur un problème vasculaire, la combinaison des symptômes, des facteurs de risque, l'examen global, et des mesures comme par exemple l'index de pression systolique entre la cheville et le bras, qu'on appelle IPS ou ABPI, sera beaucoup plus pertinente qu'un ressenti isolé. Donc la palpation du pouls, elle peut contribuer au raisonnement, mais elle ne doit pas écraser le reste. Elle reste importante, mais elle reste à son échelle. Et encore là, on est déjà loin des prétentions fines et peu démontrées des altérations fonctionnelles qui sont défendues dans certaines formes de thérapie manuelle. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête de palper? Non, clairement pas. Ça serait la mauvaise conclusion. Le toucher, ça peut rester une composante importante du soin manuel. Il peut instaurer une relation, donner au patient le sentiment d'être examiné avec attention, aider à repérer une sensibilité, permettre d'observer une réponse, reproduire la douleur familière du patient. Il peut aussi guider le dosage d'une intervention, et ça peut être un outil communicationnel très puissant avec le patient. Donc la palpation, elle a clairement sa place, mais par contre, abandonner une grande partie du diagnostic palpatoire qui est centré sur le praticien, c'est pas devenir moins manuel, et c'est pas appauvrir la thérapie manuelle. C'est peut-être la rendre plus adulte, accepter que nos mains peuvent informer sans révéler, et elle peut être utilisée de façon plus honnête en fait. Et ça, c'est une force clinique. Ça permet de rester proche du patient, mais sans s'éloigner des preuves scientifiques. Et il y a aussi une conséquence importante pour la formation, peut-être que ça vaut le coup d'arrêter de culpabiliser les étudiants qui sentent pas ce qu'on leur demande de sentir. Parce qu'il y a deux situations très différentes, certaines choses qui sont difficiles à palper parce qu'elles demandent de l'entraînement, mais qui sont vérifiables, et certaines choses qui sont difficiles à palper parce qu'elles ne sont peut-être pas palpables de manière fiable. C'est pas la même chose. Donc ouais, on peut former les mains, mais on peut former aussi la prudence. On sait aussi que pour beaucoup de thérapeutes, abandonner le diagnostic palpatoire, ça suffit pas. Parce que la dysfonction, ça servait de cadre. Ça servait de fil rouge pour organiser l'examen, le traitement, la progression de la séance. Et je sais qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui savent que la dysfonction est abandonnée, sauf que ils se posent une question, si je fonde plus ma thérapie manuelle sur la recherche d'une dysfonction, qu'est-ce que je fais à la place? Comment j'organise mon traitement? Et ça, c'est précisément l'objet de la formation qu'on a construite avec mon collègue. On va y développer beaucoup plus loin l'analyse de la palpation, mais surtout des stratégies de traitement, une façon de refonder l'examen clinique, une manière d'organiser la thérapie manuelle autour du patient, de sa douleur, et dans un raisonnement biopsychosocial beaucoup plus solide, pas seulement par effet de mode. Donc elle sera d'abord disponible en ligne, et il y aura sûrement du présentiel ensuite. Si ça t'intéresse, tu pourras retrouver le lien dans la description ou sur mon Instagram, et selon le moment où tu vas écouter cet épisode, elle sera peut-être déjà disponible, ou alors elle arrive bientôt. Alors ouais, le titre du podcast, il était assez provocateur. Les thérapeutes manuels doivent abandonner le diagnostic palpatoire. Mais maintenant, vous avez compris que c'est un petit peu plus complexe que ça et beaucoup plus nuancé. Parce que les mains, elles sont pas inutiles. Mais il y a quand même une partie du diagnostic palpatoire, centrée sur le praticien, qui doit être remis en question et abandonné au profit d'une utilisation palpatrice plus fiable, plus valide et plus utile.